Je vous invite à un deuxième bloc. Enfin, c'est de 63 à 71. C'est ma formation comme aspirant jésuite, étudiant jésuite. Et comment j'ai essayé dans cette période de m'intéresser, de m'ouvrir à l'autre culturel en ces termes. Et aussi que je me suis chargé de compenser une dette morale envers les Congolais qui avaient été colonisés par mon peuple d'origine. Et donc, j'entre, comme on dit, chez les Jésuites en septembre 63. Mais quelques mois avant, en juin, je pense, ou en avril, j'informais mes parents un dimanche d'après-midi, quand mon père se réveillait de son petit sommeil, et de façon assez sec. Moi, je voudrais devenir jésuite. Et la réaction de mon père, et je le vois encore, il se met debout dans son fauteuil, et un peu en tremblant, c'était un homme extrêmement fort et grand, il dit mais tu es fou? Es-tu devenu fou? Et il voulait dire que par ce choix, nous perdons tous. Tu es le cadet et tu as droit à devenir le successeur à la ferme, et tu es un jeune compétent. C'est pas l'intérêt de la part des filles qui te manque. Donc, je perdrai en fait un successeur. Qu'est-ce que tu te mets en tête? Tu pourrais devenir vétérinaire ou agronome et comme ça commencer la ferme à un autre niveau. Donc c'était un choix inattendu et ambivalent. Et ma mère réagissait, mais personne ne te demande cela. Elle voulait dire une vie d'abnégation, de sacrifice et de pauvreté, parce qu'elle avait vécu la pauvreté comme enfant. Et elle faisait allusion à cette période en Paris, dans la région parisienne. Et rétroflexivement, quand je réfléchis, c'était un choix assez ambivalent. Personne dans la famille, sauf la cousine aînée du côté de ma mère, nous étions 45 cousins et cousines, parce qu'il y avait 12, ils étaient 12. L'aîné de tous, de la famille, était devenue sœur religieuse, Jeanne, à Besançon. Mais mon choix était de rester l'enfant, peut-être, c'est une hypothèse, c'était de rester l'enfant de mes parents. Comme en devenant jésuite, mon seul chez moi resterait chez ma... Donc un chez moi, ou un chez nous, à la maison parentale. Donc je quitte la ferme seulement partiellement. Voilà, je reste leur fils célibataire. Mais je quitte bien sûr la profession. Ce que je voudrais parler maintenant, c'est ce qui m'a marqué pour la vie dans cette formation de jésuite. Donc c'est un noviciat de 2 ans,
Et au 3e et 4e mois du noviciat, nous avions 1 mois de retraite, 1 mois de silence, où on était invité à traverser les expériences de 3 grandes figures. Bien sûr, le Christ, dans toute sa vie d'enfance, de passage par le désert, dont témoignent les évangiles, de séduction par Satan, etc. Et donc son choix pour être au service du peuple, mais c'était un peuple aussi pluriculturel. Il y avait les Romains, il y avait les Palestiniens, il y avait donc de différentes orientations. Et puis de 2 autres visionnaires. Le fondateur de l'ordre des Jésuites, Ignatius de Loyola, qui est un ex-officier, un croyant, qui a eu à un moment, une prise de conscience et qui voulait devenir, qui a fondé l'ordre des Jésuites. Et il faut savoir que cet ordre des Jésuites est le premier ordre dans l'Église catholique qui intègre l'esprit moderniste. Tous les grands ordres comme les bénédictins, les carmélites, les trappistes, sont des contemplatifs et vivent dans la vision du monde, disons, moyenâgeuse, où l'abbaye est un centre du monde, mais du monde, du grand monde. Ils vivent les saisons, le jour, le passage du jour à la nuit. Ils se réveillent donc au moment crucial de la nuit, qui est très souvent à 3 heures ou à 5 heures. Je pourrais expliquer pourquoi, mais tandis que Ignace de Loyola est inspiré par Thomas à Kempis et par la naissance de l'individu ou du sujet en Occident, qui s'interroge par un regard vers l'intérieur. Et nous apprenions comment faire un examen de conscience 3 fois par jour, où on se ferme, disons, de façon figurative, les yeux, et on tourne un regard vers l'intériorité. On se demande qu'est-ce que vous avez vécu pendant cette matinée, cet après-midi, qu'est-ce qui vous attend de rêve, ou qu'est-ce que vous avez eu comme rêve. Donc vous vous interrogez d'un point de vue individuel sur une expérience au cœur de vous-même. Tandis que les ordres plus anciens, donc moyenâgeux, s'interrogent sur le cosmos, sur l'univers, dans le grand univers dans lequel ils vivent, ce qu'il a des présages. Le jésuite s'interroge sur les mobiles qui le poussent et qui l'ont poussé ce jour-là. Et 3e figure qui m'a très profondément marqué, c'est Charles de Foucault. C'est un fondateur des petits frères de Charles de Foucault et les petites sœurs, qui sont par exemple au travail en Inde pour soigner des gens qui meurent dans la rue, donc un témoignage du Christ qui est intéressé par ces gens d'en bas, par ces gens de peu. Mais nous avions pendant cette retraite
4 heures de méditation. 4 heures par jour où vous concentrez sur le mystère qui vous est présenté, du Christ, de Saint Ignace ou de Charles de Foucault. Et donc, ça, pendant un mois, ou bien pendant des promenades, et c'est disons, un brainwashing, si on veut, c'est une transformation de votre regard sur vous-même et sur les autres qui vous marque pour le reste de la vie. Parce qu'à ce moment-là, on est très malléable. On a 20 ans, 21 ans, et on n'a jamais fait cette expérience de retraite sur soi-même pendant 30 jours. Et ça peut aussi casser quelqu'un. Disons, il y en a qui doivent arrêter parce que pourraient devenir fous. Enfin, c'est de cette... moi, j'étais de plus en plus dans disons, dans l'idée de Charles de Foucault, qui avait vécu au bord, donc dans le sud de l'Algérie, comme moine, en contact avec les Touaregs et les Berbères. Et il ne faisait que apprendre leur langue, ne voulait pas convertir, ne pas transformer ces gens, mais les comprendre et témoigner de sa spiritualité, qui était une spiritualité d'être au service et à l'écoute des gens qui n'avaient jamais été écoutés. Enfin oui. Et après deux ans, moi-même, j'avais été marqué par un écrivain flamand, Stijn Streuvels, qui avait écrit sur le paysan de façon, enfin, il était influencé par Tolstoï, de l'angoisse du paysan la moisson est son revenu principal de l'année, et donc quand il y a des orages et quand il y a ce phénomène cosmique indomptable arrivé, qu'est-ce qui va devenir? Et donc Streuvels, cet écrivain, était capable de capter et d'écrire ça, mais aussi le travail dans, je ne connais pas le terme en français, mais dans une four pour sécher le chicorée. Donc on utilise dans le café, et en bas on chauffait à 1000 degrés, et quand cette cheminée était en haut et on mettait le chicorée, c'était une chaleur immense, mais les travailleurs travaillaient dans une ambiance de 100 degrés. Et c'était incroyable. Et décrire cela, la mort et la vie dans cette four. Donc un homme qui captait disons, les forces de la nature, les forces qui nous dominent. Enfin, l'être humain n'est qu'une petite chose là-dedans. Et tout ça m'a marqué, et je demande à la fin du noviciat de pouvoir partir au Congo, à Kinshasa, où il y avait un institut de philosophie, pour y faire ma philosophie. Et j'ai fait ma philosophie, donc, à l'âge de 21 ans, je commence à Kinshasa, dans un bâtiment qui avait l'allure d'une abbaye. Mais le village tout près, c'était des gens, disons, pauvres, mais extrêmement accueillants. Et comme jeune jésuite, j'avais l'autorisation d'aller au village 2 fois par semaine. Et j'apprenais un peu le Kikongo. Et surtout, j'entrais en contact avec cette population pauvre, mais intéressante et intéressée à moi, je m'intéressais. Mais pendant cette période, il y avait des changements immenses.
Mobutu vient au pouvoir. J'étais 1 mois au Congo, ou 2 mois au Congo, et il arrête des hauts officiers et un meneur de mouvements prophétiques, et il y a la pendaison publique de 3 ou 5 de ces figures. Donc, j'étais là il y a 2 mois. Voilà. Et donc, en septembre, le 4 juin, à l'université, c'était tout près, les étudiants font une marche contre Mobutu et réclament que leur bourse soit augmentée. Et Mobutu réagit de force. Et ce 4 juin, il y a eu quelques morts. Le 4 juin était une date marquant la vie des étudiants. Et le 4 juin, enfin, je vais trop vite, donc, j'ai fait ma philosophie et je consacre pour ma dissertation donc d'une maîtrise, j'ai écrit sur j'ai fait une dissertation sur Lévi-Strauss, l'anthropologie structurelle, la pensée sauvage et le mythologique 1. Et ça venait d'être publié. Et ça m'a marqué énormément, ce structuralisme, parce que c'est Lévi-Strauss qui nous libérait de l'idée évolutionniste. Comme quoi, il y a des primitifs et il y a des évolués. La façon dont Lévi-Strauss regarde la structure de la langue et comment ça fonctionne, ça vaut pour toutes les langues. Et il n'y a pas, disons, de différence évolutionniste entre les langues. Et donc, par conséquent, surtout aussi dans ses études de mythologie, il dit que tous les peuples sont en principe équivalents. Et c'est donc pour mes contacts avec mes confrères africains qui venaient d'être colonisés, c'était une libération immense. Moi, j'avais une sympathie pour eux. J'étais en fait le seul à développer une sympathie forte pour eux. Il y avait donc des Congolais, des Burundais, des Rwandais et puis des Espagnols, et des Belges dans cette philosophie. Et quand je termine la philosophie, je voulais devenir ingénieur agronome, faire des études. Mais mes supérieurs disaient non, toi tu as beaucoup d'intérêt pour la culture, tu feras une maîtrise en anthropologie à Oxford, parce que là nous avons une entrée. Evans Pritchard s'est converti au catholicisme grâce à un de nos pères jésuites, et donc comme jésuite tu as une entrée. Mais quand j'arrive en Belgique en 68, ma mère était très malade et mes supérieurs disaient non, reste une année en Belgique, on verra, peut-être que tu iras à Oxford plus tard. Mais en 68, septembre 68 à 69, c'était l'année après la scission de l'université de Leuven, et tout était mis en question. C'était mai 68, enfin, la vie religieuse, le célibat, tout ça, il y avait des discussions. C'était aussi dans ce mouvement après le concile. Et moi, je participais beaucoup à ces discussions. À la fin de ma première année à Louvain, et je le faisais à Louvain, à l'université de Louvain, mais qui était encore établie ici à Leuven. Mais mon supérieur dit, mais enfin, Renate, si tu continues comme ça, tu vas perdre ta vocation. Ce serait mieux, au lieu d'aller à
à Oxford que tu rentres à Kinshasa. Mais à Kinshasa, nous étions aussi pris par cette mentalité. Et là, je suis allé vivre dans une petite communauté de 7 au centre d'un village, disons, pauvre, mais aux abords de Kinshasa. Et la deuxième année, parce que c'était trop coûteux selon l'économe de la... je suis allé vivre dans une chambre d'étudiants dans les blocs, dans les homes pour étudiants. Et donc, nous étions 2 jésuites. Donc, il y en avait des jésuites qui me disaient, enfin, tu vas perdre ta vocation.